bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques un peu prolongé et que vous avez mangé du chocolat, que vous êtes fait plaisir et pas de crise de foie. Moi personnellement, j'en ai bien mangé, donc des petits chocolats artisanaux, un lapin, deux lapins même, et du Kinder. Donc croyez-moi, mes taux de satisfaction en termes de chocolat sont bien comblés à la sortie de ce week-end de Pâques. Bref, je le dis parce que y en a qui pensent que même durant les fêtes et tout, je ne mange pas de chocolat, de gâteau et tout, et visiblement ça a tendance à rassurer d'entendre que d'autres personnes, même quand ils ont un podcast sur la nutrition ou sur le fitness ou autre, peuvent s'autoriser du plaisir alimentaire, quoi. Donc si ça rassure certains, je continuerai de partager ce genre de choses. Voilà. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de brocoli, de regarder des aliments qui nous effraient. On va parler de médicaments pour maigrir. Le premier article, c'est justement sur ce fameux médicament pour maigrir. Alors, je sais pas si vous... Alors, c'est un article de lanutrition.fr qui a publié ça. Et c'est un médicament, vous en avez entendu parler, vous avez été très très nombreux à me partager ça. J'en avais parlé dans un ancien podcast quand ça commençait tout juste. Je sais pas si c'est pas en Australie que la mouvance avait pris son envol, mais en tout cas aujourd'hui c'est international. Il y a un médoc pour le diabète de type 2 qui a tendance à être détourné pour la perte de poids. Donc ok, c'est du réchauffé aujourd'hui. Mais par exemple, ce qui a donné de l'élan, alors selon l'article, il y aurait eu un tweet un jour d'Elon Musk qui aurait dit que pour perdre 13 kilos, il a utilisé du jeûne intermittent plus ce fameux médicament qui s'appelle l'Ozempic, qui est également commercialisé sous le nom de Wegovy, plus de rester loin des tentations alimentaires en gros. Bon, évidemment, quand on est suivi par des millions de personnes, ça crée un phénomène de pénurie, d'intérêt, de tout ce qu'on veut pour le dit produit. Surtout quand c'est une personne qui est, parce que c'est un influenceur, Elon Musk aujourd'hui, il est, et je critique pas ce qu'il fait, enfin voilà, c'est un génie d'un côté et d'un autre côté, il fait peur à beaucoup de gens. Mais bon, bref, là, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller plus loin dans la compréhension de ce fameux médoc là. Alors, il le précise dans l'article que vous pourrez retrouver en version longue dans les notes du podcast là, si vous cliquez. Donc l'Ozempic, également commercialisé sous le nom de Wegovy, donc Wegovy, est un médicament auto-injectable, donc on se pique seul visiblement, à base de sémaglutide utilisé pour contrôler la glycémie dans le diabète de type 2. Donc réguler votre taux de sucre en fait. Il agit sur les centres de l'appétit, du cerveau et augmente la sensation de satiété. Donc en gros, si on n'a pas faim et qu'on contrôle sa glycémie, on a très peu de chances de faire du gras sur le moyen long terme, quoi. Mais bon, ça c'est sous prise de médicaments. Donc le médicament a gagné en popularité comme coupe-faim en raison de la publicité des personnalités influentes, notamment Elon Musk. Alors c'est Elon Musk, il en prend un peu pour son grade à chaque fois. On pourrait peut-être aussi mettre en avant certaines personnalités influenceurs /euse qui l'ont mis en avant, enfin voilà, il me semble, parce que je sais pas si Elon Musk est suivi beaucoup par les ados,
Et je crois que ça a été un truc très populaire chez les adolescents, cette mouvance autour de ce médicament. Mais bon, hiérarchiquement, on pourrait prendre le top 3 des plus suivis, quoi. Donc Elon Musk serait le premier, puis ensuite l'influenceur numéro 2 juste derrière, puis numéro 3, quoi. L'utilisation détournée de l'Ozempic a entraîné des tensions dans l'approvisionnement du médicament dont dépendent de nombreux diabétiques. Alors là est le problème, en fait. Parce que si vous, demain ou moi, on tombe malade, enfin on se tape un diabète de type 2 parce que génétique, parce que mauvais mode de vie, etc., on n'aurait plus accès à notre médoc parce que des petits malins auraient la flemme d'aller faire du sport et un régime, donc goberaient toutes les pilules, quoi. Donc on serait un peu en colère parce que nous, ce serait une question de vie ou de mort, quoi. Donc ça serait un peu dérangeant, même si le diabète de type 2 n'est pas le diabète de type 1, je sais, mais quand même, on en aurait besoin pour se traiter, et il y en a qui joueraient avec à des fins, j'ai envie de dire presque récréatives, en fait, puisque c'est pour retrouver une apparence esthétique, etc., quoi. Donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc l'ANSM, a rappelé que l'utilisation de l'Ozempic doit être réservée au traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. L'Ozempic peut provoquer des effets secondaires potentiellement graves tels que des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites ou des hypoglycémies. Alors là, ça doit créer un paradoxe chez les vendeurs de ce médicament, parce que d'un côté, celui qui vend le médicament, il doit mettre en énorme les avantages et en tout petit les effets secondaires. Mais sauf que là, pour décourager, parce qu'on est bien obligé de dire qu'il faut pas le faire quand on n'est pas malade. Donc du coup, pour effrayer, on va dire qu'il y a des effets secondaires potentiellement graves, qui sont réels, hein, je mets pas en doute ça. Mais est-ce que vous comprenez la nuance, en fait? Là, les effets secondaires deviennent potentiellement graves, enfin, ils sont mis, c'est la même police de caractère que le reste. Alors que quand le médicament est proposé pour traiter, donc dans le diabète de type 2, ces effets secondaires, on le sait, ils sont mis sur des listes qui sont à limite infinie d'ailleurs, en tout petit. Et voilà. Donc c'est marrant comme on peut utiliser des petits caractères et les grossir quand on veut bien s'en servir, mais ça doit être un paradoxe parce que cette publicité pour ce médicament, qui a pas besoin de publicité parce qu'il y a beaucoup de diabétiques, hein, mais globalement, son image va certainement être abîmée, non pas parce que ça a été détourné par des gens qui veulent maigrir, mais parce que certainement si c'est utilisé de manière massive, il va y avoir des personnes qui vont faire n'importe quoi avec, avoir des problèmes de santé type troubles de gastro-intestinaux, pancréatiques ou des hypoglycémies, voire une hypoglycémie jusqu'au bout, très sévère, ça peut mener. Et puis il y aura toujours un ou deux cons qui va l'utiliser de manière trop comme des Smarties, quoi. Hein, donc il va se foutre en l'air. Et donc du coup, ça va faire une mauvaise presse à ce médoc, quoi. Donc dans la suite de l'article, ils disent que certains aliments peuvent stimuler la sécrétion de GLP-1, à l'instar de l'Ozempic. Donc en fait, certains aliments peuvent faire la même chose que le médoc. Ces aliments incluent les macronutriments comme sucre simple, peptides et acides aminés, acides gras à chaîne courte. Les aliments riches en fibres fermentées cibles tels que les légumes et les céréales complètes nourrissent les bactéries intestinales qui produisent des acides gras à chaîne courte capables de déclencher la sécrétion de GLP-1. En général, les aliments riches en fibres, protéines et graisses sont intéressants pour la gestion du poids et favoriser la sensation de satiété. Moi, en fait, la seule chose que je reprocherais à ça, c'est en quelque sorte que les gens qui ont la flemme de faire un régime, qui veulent maigrir, etc., prennent un médicament. Je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la liberté, c'est aussi ça, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut de son corps, quoi. En fait, hein. Si on a envie de le laisser se dépérir, de le reconstruire, de le guérir, chacun est libre.
Là où je vois un petit peu plus de comment dire, de dérives, c'est que à l'inverse du surpoids et de la mauvaise santé, donc vous verrez que le jour où, parce que là, je vous garantis que si le truc, ça se vérifie que ça marche bien pour perdre du poids, ça sera rebaptisé, un peu reformulé, peut-être un peu sous-dosé et tout ça, et vendu pour perdre du poids un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça que j'avais titré un peu le podcast, la vignette du podcast, la fin du surpoids. Et le jour où ce sera public, qu'une pilule comme ça sera produite, là vous aurez en gros partout, ça clignotera sur tous les abribus et tout, que le surpoids, quand vous êtes en surpoids, vous êtes un malade qui vous ignorez, enfin vous ignorez votre maladie en gros. Vous avez une maladie sous-jacente bientôt et tout. Il y aura de la peur véhiculée dans les campagnes et tout ça liée au surpoids. Chose qui aujourd'hui, nous on s'en rend compte parce qu'on baigne un petit peu dans ce monde-là, on s'intéresse à ces sujets-là, mais très largement le grand public. Donc vous avez certainement vu ce week-end des proches dont certains sont en surpoids et savent pas du tout que leur tour de taille est lié à leur état de santé. Donc, enfin bon. Et ça, c'est, je pense que le jour où la pilule sortira officiellement contre le surpoids, eh bien, le discours va changer. Et moi, ce que je crains juste, c'est que, comme pas mal de choses avant, le jour où une pilule sorte, on nettoie toutes les méthodes autres, donc faire de l'activité physique, essayer de manger plus correctement et tout, soient complètement balayées parce que sont moins rapides et moins confortables en fait. C'est pas moins rapide, c'est moins confortable. Et la notion de confort dans le mode de vie alimentation sport, c'est que le sport, beaucoup de personnes préfèrent rester le cul vissé sur une chaise ou dans un canapé ou quoi. Et le confort en termes alimentation, c'est quoi? C'est de manger que des choses qui leur font plaisir. Donc un médicament de la sorte là, donc qui ferait maigrir, va permettre à des gens de maigrir dans le confort. Et une méthode pour maigrir qui serait inconfortable, donc qui serait se priver de certains aliments, en tout cas de contrôler, de rationner, et également de faire de l'activité physique, c'est purement de l'inconfort. Donc ça serait complètement mis de côté. On le voit bien, sinon il y aurait plus de gens qui auraient la forme que l'inverse, quoi. Enfin bon, voilà, vous en savez un peu plus sur cette mode de ce médicament. Je croise les doigts pour que personne d'entre vous soit tenté d'en prendre. Parce que au-delà du côté mais pourquoi on pourrait le faire si c'est pas trop nocif et tout, il y a un côté philosophique, je pense, là-dedans, qui à un moment donné, si on délègue tout à la médecine, à la science, enfin, il y a une part de comment dire, je sais pas, on peut agir. Il y a une certaine fierté quand même à réussir à obtenir des résultats sans l'aide d'une molécule extérieure, sans l'aide de je sais pas moi, d'autre chose en fait, de se reposer sur autre chose pour réussir. Il y a une certaine fierté. Et je pense que alors ceux qui ne l'ont pas vécu encore s'en rendent pas compte, mais ceux qui ont vécu une perte de poids savent, une perte de poids ou une prise de muscle, peu importe, enfin une transformation physique positive, ils ont baigné dans un espèce de matelas d'endorphine, de plaisir, de satisfaction, de hausse de confiance en soi, etc., qui n'est pas reproductible facilement en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir facilement. Et donc c'est un petit peu la récompense de la réussite de ces personnes-là, quoi. Et ça, je pense pas. Enfin, c'est même sûr, on l'a pas avec une pilule parce que toute chose rapidement obtenue et sans effort ni rien, c'est difficile de l'apprécier, quoi. Donc on ne peut. Enfin, je vais pas faire de la philo à 2 balles, mais vous avez compris, quoi. Alors, deuxième article, là, on va parler de s'exposer aux aliments anxiogènes, etc. Alors, où en étais-je avec cet article? Ah oui, ici. En fait,
Alors, s'exposer aux aliments anxiogènes, ça veut dire quoi? Déjà, on va un peu, je vais vous résumer alors c'est un article, de Penn State College. Donc, cette étude réalisée par les chercheurs de Penn State College of Medicine montre que la thérapie d'exposition, donc la thérapie d'exposition, en gros, c'est vous prenez quelque chose dont vous avez peur. Donc, je sais pas, les araignées, le chocolat noir, les pâtes blanches, et vous vous y exposez de manière progressive. Par exemple, si vous avez une peur bleue des araignées, ben au début, vous allez juste commencer par regarder une photo d'une araignée. Si c'est trop effrayant, ben vous la mettez très loin la photo. Et au fur et à mesure, vous faites un pas pour vous en rapprocher. Et à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est laisser redescendre l'anxiété au plus bas. Jusqu'au moment on fait ce qu'on appelle l'habituation pour faire un pas de plus. Pareil pour quelqu'un qui a peur de l'ascenseur, il se met devant l'ascenseur, il appelle juste l'ascenseur mais il rentre pas dedans, donc ça va lui faire monter l'angoisse, et puis dès que l'angoisse baisse, il fait un pas, puis peut-être qu'un jour il pourra rentrer dedans mais sans monter. Enfin bon voilà, c'est de l'exposition progressive, c'est pas rapide quoi. Donc, le machin là montre que le Penn State College of Medicine montre que la thérapie d'exposition, une intervention efficace pour les troubles anxieux, comme je viens de le dire, est également prometteuse pour les adolescents souffrant de troubles de l'alimentation, donc typiquement des TCA. L'étude a porté sur 54 adolescents participant à un programme d'hospitalisation partielle pour troubles de l'alimentation et a consisté à les exposer quotidiennement à des aliments redoutés tels que des barres chocolatées ou des pizzas. Les résultats montrent que l'anxiété liée à la nourriture a diminué avec le temps et que l'accoutumance entre les séances, mais pas au sein d'une seule séance, a permis de prédire des résultats favorables du traitement, tels que la prise de poids et l'amélioration des niveaux d'anxiété liés à l'alimentation. Les chercheurs recommandent d'intégrer l'exposition à la nourriture dans les programmes d'hospitalisation partielle pour les adolescents souffrant de troubles de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il faut donner des pizzas et des barres chocolatées à tous ceux qui souffrent de TCA. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que souvent, des personnes de type, qui font de l'anorexie mentale, globalement, typiquement, ce sont des personnes qui, non seulement vont se priver d'alimentation que nous on catégorise comme alimentation, comme aliment plaisir, comme du chocolat, une pizza, un fast-food, ou comme là, ce week-end-là, des chocolats de Pâques. Non seulement ça, mais c'est inconcevable pour ces personnes-là. C'est pas possible, ils vont pas en consommer du tout, voire juste pendant des périodes de forte boulimie, mais sinon le reste du temps ils en consomment pas. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut être des personnes qui vont avoir peur du riz, même du riz complet. En fait, de toute forme de glucides, et pour pousser même le vice plus loin, elles vont avoir peur des carottes, parce que les carottes sont plus glucidiques que des épinards. Et donc ces personnes, au bout du compte, vont se mettre à manger que des aliments dépourvus de glucides, même de matières grasses, de calories, vraiment des aliments très peu caloriques, très peu denses, et vont finir en très mauvaise santé. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose de ces thérapies d'exposition. De toute façon, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, sont des thérapies qui ont prouvé leur efficacité sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Et cette fameuse thérapie d'exposition à des aliments, on va dire, catégorisés comme de la junk food ou quoi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si ils sont rassurés, en tout cas ils sont moins effrayés, parce que il faut se mettre dans leur tête, pour eux c'est une phobie presque, c'est-à-dire que pour eux c'est le manger, c'est tout de suite avoir du bide, faire de la rétention d'eau, et moi je suis persuadé qu'en plus leur phobie, leur crainte, leur anxiété tellement développée par rapport à ça doit se voir physiquement, c'est-à-dire par de la rétention d'eau liée au cortisol, etc. quoi. Donc ces personnes-là mangent un carré de chocolat, et elles sont tellement anxieuses, tellement stressées qu'elles vont faire de la flotte et penser que c'est le chocolat qui a créé la flotte, la rétention d'eau, quoi. Donc c'est une bonne manière, parce que si on s'expose aussi à ces genres d'aliments, en faisant diminuer l'anxiété, en s'exposant progressivement à ces aliments, par exemple, il y a un bon exercice pour visualiser. Vous savez, il y a des mots, il y a des croyances, il y a un discours, ou je sais pas, il y a une citation de personnes qui prennent facilement du poids, qui vont dire moi je mange une chips, je prends 1 kilo.
Vous savez, cette phrase, on l'a tous entendue, où je regarde un paquet de chips, je prends 1 kilo, mais bon, globalement, je mange une chip, je prends 1 kilo. Alors, en fait, ça, il faut rationnellement dire que c'est faux. On est tous d'accord. Hein. C'est peser une chips, ça va peser quelques grammes, et je sais même pas si ça pèse 1 gramme, une chips, selon la taille de la chips. Vous ne pouvez pas, avec une chips, prendre 1 kilo. C'est irrationnel de penser ça. Sauf qu'il y en a qui le pensent vraiment. En fait, ils pensent qu'il y a un mécanisme dans le corps, parce que la chips est grasse, elle est salée, il y a un IG élevé et tout ça. Donc, du coup, on peut faire 1 kilo. Non, c'est pas possible, en fait. Hein. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est parce que c'est flou dans leur esprit. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, c'est vrai que s'exposer, par exemple, progressivement à 1 ou 2 carrés de chocolat, ça va faire à peu près 20 grammes. Vous pouvez pas prendre 3 kilos avec 20 grammes de chocolat. C'est pas possible. Et pareil, si vous mangez une pizza, c'est très calorique. Hein. Une pizza, ça fait un peu plus de 1000 calories pour une pizza moyenne. Vous pouvez pas prendre 5 kilos en mangeant une pizza. Vous allez faire un peu de rétention d'eau et tout ça, normal. En plus, plus ou moins selon le niveau de déshydratation, entre guillemets, j'aime pas dire déshydratation, mais de vidange glycogénique, etc., puisque vous allez apporter de l'eau avec la resynthèse un peu de glycogène. Donc, plus vous allez être asséché, plus vous allez prendre de poids, ce qui est normal. Et d'ailleurs, ça prouve aussi que vous avez peut-être un besoin, une carence à refaire un petit peu de rétention d'eau, au moins au niveau intramusculaire, on va dire. Enfin bon, voilà quoi. Donc cette thérapie d'exposition est positive pour vous réapprendre les personnes à manger ça, mais faudrait voir si vraiment elles sont fondamentalement dégoûtées par cette nourriture ou elle reste loin parce que cette nourriture c'est comme pour l'alcoolique, la bouteille d'alcool, ou pour le drogué, le rail de coke, je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, c'est différent. C'est pas la même approche, quoi. Mais encore une fois, c'est toujours intéressant de voir qu'on va utiliser des méthodes. Il y a des gens pour qui il faut les déshabituer de la nourriture de mauvaise qualité, et d'autres qu'il faut réhabituer. Il y a toujours les deux extrêmes, en fait. Hein. Et souvent, malheureusement, quand une personne va chercher à perdre du poids, et là, j'aimerais parler à beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont perdu du poids, elles se retrouvent, après leur perte de poids, à avoir une anxiété profonde pour tous les aliments contenant des glucides. Mais quand je dis tous les aliments, c'est tous les aliments. Et quand on creuse un peu, on parle un peu, on dit mais pourquoi tu manges plus du tout de glucides? Pourquoi tu mets pas de lentilles au moins, un petit peu de riz complet? Ben parce que j'ai peur de refaire du gras. Et en fait, les personnes ont tendance à penser qu'avec une diète saine mais glucidique, ça va les reconduire à leur surpoids du passé, qui était une diète malsaine, glucidique aussi, mais malsaine. C'est-à-dire, souvent, c'était des diètes qui n'étaient pas des diètes. En fait, c'était de l'alimentation standard de monsieur et madame tout le monde qui ne fait pas attention, c'est-à-dire des sucreries, des produits raffinés, enfin bon, bref, voilà. Vous n'allez pas redevenir comme avant si vous n'avez pas une approche alimentaire comme avant et une sédentarité comme avant. Si vous continuez à bouger, déjà vous avez une conscience des choses qui est développée par rapport à ça. Comparé à d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette conscience-là. C'est-à-dire que pour eux, la nutrition et la santé, ça n'a pas du tout, enfin, ça a un lien, mais qu'à partir du moment où vous avez du cholestérol ou du diabète ou quoi. Mais avant, ils se rendent pas compte que c'est peut-être ça qui les a conduits à ce résultat-là. Bref. Mais bon, pour vous dire que une diète, en fait, un régime de perte de poids, c'est un échauffement, enfin pas un échauffement, c'est un moment plus difficile, comme à l'armée faire ses classes, c'est plus difficile qu'après. C'est-à-dire que un régime, c'est difficile, mais ça sert aussi à apprendre les bons réflexes. C'est-à-dire avoir beaucoup de légumes, avoir des protéines à tous les repas, etc. D'avoir des assiettes plus ou moins, je vais pas dire, elles sont déséquilibrées au régime, c'est normal puisqu'on veut maigrir. Si elles étaient équilibrées, on maigrirait pas. Donc, on cherche à avoir certains nutriments, notamment des protéines, des fibres pour se caler et diminuer les apports énergétiques externes pour utiliser les internes. Donc on va modérer les glucides et modérer les graisses, notamment celles dont on peut se passer. Et par la suite, on va réintégrer ces nutriments, donc un peu plus de graisse, alors pas les malsaines, on n'est pas obligé, mais un peu plus de temps en temps, quoi, et surtout des glucides. Donc on va manger de plus grosses quantités de féculents, de glucides, etc. Mais en gardant la base saine qui est d'avoir beaucoup de végétaux, des protéines à chaque repas, etc.
Et là, on arrive vers un bon équilibre alimentaire. Mais aller directement à cet équilibre alimentaire, à moins que vous soyez obèse ou en très fort surpoids, ça aura pas d'effet en fait sur la perte de poids. Ça aura des effets sur la perte de poids que si vous êtes en fort surpoids en fait. Hein. Mais de sauter l'étape de régime au début, si vous êtes déjà un peu fit, un peu voilà, vous êtes juste encore un peu adipeux, vous aurez peu de chances que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est toujours passer par une petite étape de régime. Sinon, les bodybuilders et tout ça, moi je parle pour un univers fitness, hein, pas pour monsieur et madame tout le monde de la vie de tous les jours qui pédalent un petit peu le dimanche. Hein. C'est vraiment pour des gens qui ont envie d'avoir des niveaux esthétiques, physiques, musculaires et tout, on va dire un cran au-dessus. C'est une discipline. Voilà. C'est pas, enfin voilà, il va falloir mettre un petit coup de collier. C'est comme un judoka qui voudrait perdre un peu de poids avant sa compétition. S'il est dans une catégorie de poids et tout ça, il doit mettre un coup de collier ou un fighter, il doit mettre un coup de collier à un moment donné. Sinon, il n'atteint pas le niveau, quoi. Bref, sujet suivant, mangez vos brocolis. Je crois que c'était ça l'article. Alors, où est-ce que je l'ai mis cet article? Ah oui, le brocoli est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, des recherches ont montré qu'une consommation accrue de légumes crucifères diminue l'incidence du cancer et du diabète de type 2. Donc ça rejoint un peu l'article initial. Dans une étude, donc le premier sur le médicament anti-diabète, enfin anti-obésité, anti-diabète maintenant. Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert que le brocoli contient certaines molécules qui se lient à un récepteur chez la souris et contribuent à protéger la paroi de l'intestin grêle, donc la première partie de l'intestin, empêchant ainsi le développement de la maladie. Ces résultats confortent l'idée que le brocoli est véritablement un super aliment. Bon, je sais, le terme super aliment a été utilisé largement en naturopathie, enfin bon voilà, dans tous ces domaines-là. Le brocoli, je trouve que c'est un bon exemple de ce que t'aimes pas est bon pour toi. Dans la nature, en général, ce qui est plus c'est bon au goût, moins c'est bon. Enfin, dans la nature, non, mais on va dire dans l'environnement actuel. Parce que dans la nature, il n'y a pas grand-chose qui est pas bon en fait. Hein. Mais dans l'environnement actuel, donc quand je dis environnement, ça prend en compte les usines, les grandes surfaces, tout ça. Ce qui est le plus appétant et le plus bon au goût est rarement la meilleure option. Moi, je vais mettre tout le monde à l'aise. Je suis comme vous, la pâte à tartiner, le chocolat, la friture et tout. Quand ça tombe sur ma langue ou c'est dans ma bouche, c'est appréciable au goût. Je fais pas partie des gens qui vont vous dire ouah c'est pas bon, moi je préfère un bon blanc de poulet avec des haricots et du riz blanc. Non. Je suis d'accord avec je vais mettre tout le monde d'accord. Alors sauf les véganes et les végétariens, mais une grillade, une saucisse qui frétille avec un peu de mayonnaise et des frites, pas forcément de patates douces et du pain blanc, c'est bon au goût, c'est bon quand ça se pose sur la langue et sur le palais. Ce sont une mousse au chocolat, c'est très bon au goût, etc. Enfin, voilà. Donc, si j'écoute mes sens profonds, et que j'ai le choix à tous les aliments en face de moi et qu'on me dit, suis ton instinct, ton goût, ça va te guider vers ce qui est bon pour toi. Je pense pas, honnêtement. Il faut avoir un certain niveau de connaissance pour savoir ce qui est réellement bon pour soi. Donc, effectivement, si on enlève l'intégralité des aliments produits par l'homme, donc configurés par l'homme pour qu'ils soient plus appétants que ceux qui sont naturellement présents dans la nature, naturellement présents dans l'environnement. Donc, comment rendre quelque chose de plus appétant ? Par exemple, qu'est-ce qui est appétant dans la nature ? Concrètement, c'est quoi ? Ça va être les fruits. On va être attiré par les bananes, les pommes, les cerises, les mûres, les fraises et tout ça. Bon, si vous êtes quelqu'un qui vend un produit qui doit être plus attractif que ça, vous devez vous dire, ça c'est sucré, ils aiment bien, donc il faut mettre plus de sucre. Ah, mais je crois qu'ils aiment bien aussi quand c'est un peu gras parce que ils mangent aussi des noix et tout, ils ont l'air de préférer les noix aux feuilles. Et puis, ils aiment bien aussi le sel parce que ils préfèrent la viande à l'herbe. Bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent un produit qui a le juste équilibre entre ces trois trucs pour que ça soit le plus appétant possible. Et donc, du coup, les aliments naturels passent au second rang, quoi. Et vous vous retrouvez à plus avoir... Enfin, vous avez les bons instincts, mais les mauvais choix en face de vous.
Voilà, c'est tout. Donc manger à l'instinct n'est pas possible sans compétence. Ça n'est pas possible. Enfin, si quelqu'un peut me le démontrer autrement, mais moi je vous le dis que ça n'est pas possible. Bref. Et le brocoli, je trouve que c'est un bon exemple parce que le brocoli, c'est vraiment sur le spectre des goûts alimentaires. C'est souvent le brocoli qui est pris comme repère de la plus grande détestation alimentaire. En plus, on lui dit, oh là là, ça fait péter, ça pue, ça fait mal au bide, ça a pas bon goût. Quand on le cuisine, ça pue dans toute la pièce. C'est vraiment le truc, le petit diable, quoi, le petit diable vert, quoi. Alors que pourtant, il a énormément de vertus santé et que finalement, c'est pas si mauvais que ça. Alors d'ailleurs, les gens qui n'aiment pas trop le brocoli, je vous recommande, si vous n'avez pas d'intolérance particulière au lactose, par exemple, mangez-le comme vous savez, les légumes qu'on fait à l'apéro, là. Alors, vous faites un petit bol, vous mettez dedans du chou-fleur cru et du brocoli cru. Alors, vous le lavez un peu avant, hein, s'il est pas bio et tout, même s'il est bio d'ailleurs, vous le lavez parce que tout le monde a mis ses paluches dessus, mais vous le lavez, et cru, vous le coupez en petits morceaux, et dans un bol, vous mettez un yaourt, vous savez, les yaourts probiotiques, là, avec un peu d'ail, un peu de ciboulette, un peu de, comment on appelle ça, du thym, du romarin, des herbes comme ça, un peu une pincée de sel, une pincée de poivre. Vous faites vous savez, cette petite sauce blanche, mais la version que je viens de vous donner, elle est dépourvue de graisse d'ailleurs. Un peu de jus de citron. Et alors, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, hein, sinon vous allez gonfler comme un ballon, mais et vous trempez votre brocoli là-dedans, ou sinon à la moutarde, ça passe très bien aussi avec de la moutarde, mais vous pouvez commencer par le manger cru pour ceux qui aiment pas trop l'odeur cuite. Mais sinon, cuit, il y a aussi l'option purée qui peut bien passer. Vous la mélangez par exemple avec du bœuf haché si vous mangez encore de la viande, ou peu importe en fait, vous trouvez votre mélange. Avec du poisson blanc aussi, ça marche bien. Et puis pour ceux qui y sont habitués, vous pouvez le manger au wok, etc., quoi. Mais bon, le brocoli est un bon aliment. Pour le système digestif, visiblement, si ça peut encore renforcer la santé digestive, on sait qu'on la malmène, on la maltraite, notre santé digestive, avec tous les perturbateurs endocriniens et tout ça, eh bien, voilà, ça fait une autre bonne raison d'en consommer. Ah oui, ce week-end, j'ai sorti une FAQ sur le site. On a parlé de gilets chauffants pour perdre du poids. On a parlé de quantité de glucides dans cette stratégie de sèche OMAD, là, au One Meal a Day, de préserver sa masse musculaire sans inflammation due à l'entraînement, d'adapter son programme d'entraînement en cas d'inflammation. Faut-il prendre un repas supplémentaire quand on a déjà pris un shaker de protéines? Enfin bon, de plein de questions dont vous m'avez parlé, j'ai répondu à ça. Vous avez la vidéo en ligne, vous avez le tout d'ailleurs, hein. Et allez voir les notes, ça se retrouve juste sous ce podcast. Moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et si elle démarre aujourd'hui parce que vous avez pris votre lundi, elle va être plus courte que d'habitude, donc tant mieux. Et bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce
ce sont voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.